Hello. Je m'appelle Tracy Ario. Je suis écrivaine indépendante. J'écris depuis 93. Et la dernière fois que j'étais dans une salle comme celle-ci, c'était en 95, pendant les consultations sur l'OMPI. Et les amendements qui ont été apportés en 97, eh bien, ont éliminé une source de revenus, m'ont enlevé une source de revenus. Alors, je suis très consciente de ce qui se passe ici. Ma première demande, c'est quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, donnez à des gens comme moi. J'imagine que je suis une dinosaure, mais donnez-nous la possibilité de récupérer de tous ces changements que vous allez apporter. Première demande, si vous changez un modèle soi-disant dinosaure, et donnez-moi la possibilité de mettre à niveau mes pratiques d'affaires pour que je sois donc à jour. Deuxième commentaire que j'ai, c'est la loi sur le droit d'auteur depuis 95 a été particulièrement dommageable pour moi. Essentiellement parce que les entreprises s'en prennent à moi maintenant avec des contrats qui me rendent impossible la possibilité de faire quoi que ce soit. Les entreprises ont décidé que distribuer des œuvres par le biais d'Internet ne coûte pas cher et qu'ils devraient donc ajouter ceci à tous les autres services que je leur offre. Donc, à titre d'auteur indépendante, ce que j'aimerais que cette loi permette, c'est plutôt que de créer un équilibre entre utilisateurs et titulaires du droit d'auteur, diviser donc les détenteurs de ces droits en créateurs, éditeurs, etc., pour que je puisse négocier avec eux. Auparavant, ils étaient satisfaits avec les modalités qui figuraient dans la loi. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait jamais de contrat. Ils ont sorti cette idée de contrat parce qu'ils pensaient que la loi sur le droit d'auteur ne leur donnait pas, ne leur conférait pas les droits qu'ils voulaient. Donc, ont utilisé les contrats pour nous enlever ces droits. Et lorsque les gens n'avaient pas de contrat, ils ont décidé de leur enlever leurs droits de manière rétroactive. Le temps, par exemple, la durée du droit d'auteur. En tant que personne, je voudrais que le droit d'auteur fonctionne pendant toute ma vie parce que meilleure œuvre pourrait se faire sur mon lit de mort et j'aimerais que mes enfants pourraient en profiter. Mais une entreprise commerciale ne dure pas plus de 20 ans. Donc, eux n'ont pas besoin de plus de 20 ans. Donc, donnez-moi les droits que j'ai, 100 ans plus 50 ans, et donnez-leur à eux 20 ans et rendez-leur impossible la possibilité d'en avoir plus. Thank you very much. Numéro 4, number 4, please. Bonjour, Monsieur le ministre. Mon nom est Jean-Philippe Micus. Je suis associé chez Fasken Martineau du Moulin à Montréal. Et je suis aussi président sortant de l'Association littéraire et artistique internationale, section Canada, mais je m'exprime en mon nom personnel aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention sur la relation qui existe entre le droit d'auteur et les enjeux culturels. Il me semble qu'il y a une relation... Excusez-moi. La relation qui existe entre le droit d'auteur et les enjeux culturels. Et il y a une relation directe entre les deux. Parce que le droit d'auteur, c'est l'outil qui permet à l'entreprise privée d'investir dans la culture canadienne, la culture québécoise, et de la permettre de se développer. On ne se cachera pas, Monsieur le ministre, que créer une production culturelle aujourd'hui, la mettre en marché, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de revenus. Et quand on a des situations où des gens, où il y a des échanges sans rémunération, et qu'il n'y a pas d'argent qui entre dans cette industrie qui permet la création, à ce moment-là, les groupes qui sont avantagés, c'est des groupes multinationaux, peut-être de nos voisins du Sud, qui sont en mesure d'aller chercher des revenus un peu partout dans tous les pays, alors que les entreprises canadiennes plus petites sont peut-être pas en mesure d'aller tirer ces revenus-là. Et si on a une législation canadienne qui est plus faible, pas efficace, versus des législations étrangères, les étrangers sont en mesure de développer une entreprise privée qui est beaucoup plus forte et donc d'étendre leur culture, d'avoir plus de facilité à étendre leur culture sur le plan international. Donc, je pense qu'il ne faut pas ignorer les enjeux commerciaux. Il y a une relation directe entre ces enjeux commerciaux et la culture. Et je pense que si on ignore ces aspects-là, la culture au Canada risque de tourner à vide et va devenir une chose qui serait folklorique, et donc uniquement subventionnée par l'État. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite comme Canadiens, comme Québécois. Et on souhaite que des contenus culturels de qualité, d'une qualité commerciale, soient disponibles et se retrouvent un peu partout dans le monde. Et je pense qu'on en tire une fierté comme citoyen canadien, comme résident québécois, de ce genre de choses. D'autre part, un autre objectif qui doit être suivi par la loi sur le droit d'auteur au Canada, c'est de faire en sorte que les entreprises privées qui désirent investir dans la culture puissent le faire de manière efficace en respectant les droits d'auteur. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, des entreprises privées sont souvent à la fois des propriétaires de contenu et des exploitants de contenu.
Et il faut faire en sorte que la loi sur le droit d'auteur, notamment ce qui se passe devant la commission du droit d'auteur, apporte une plus grande efficacité et fasse en sorte que les entreprises qui désirent se conformer et avoir des pratiques qui sont légales puissent le faire de la manière la plus efficace possible et pour inciter les gens à investir dans la culture canadienne, québécoise. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup. Nicole, est-ce qu'il y a des commentaires en ligne? Oui. I'm a student from Ottawa, Je suis un étudiant d'Ottawa et par rapport à l'avocat, je ne trouve pas que les FSI devraient faire autre chose. Leur neutralité devrait être respectée. Mike? Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Cyril Béraud, je suis le président de Facile. Facile est une association à but non lucratif pour la promotion de l'informatique libre. Je suis également vice-président de l'APPEL, l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre. J'aimerais juste amener 2 commentaires, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Le premier commentaire, c'est que une des raisons de cette extraordinaire création de richesse sur Internet auquel on assiste, c'est évidemment des infrastructures de télécommunications, mais ce sont aussi des logiciels. Et pour la plupart d'entre eux, ce sont des logiciels libres, c'est-à-dire c'est un nouveau droit d'auteur, un nouveau cadre juridique qui permet à des auteurs de travailler de manière collaborative, de distribuer leurs logiciels gratuitement et de permettre cette extraordinaire richesse qui est en train de se créer. La précédente loi qui avait été proposée sur le droit d'auteur aurait probablement nui d'une manière assez importante à ce nouveau cadre juridique qui sont les licences libres en logiciel. Donc je voulais attirer votre attention sur ce fait-là. Quelle que soit la loi qui sera proposée, on doit préserver ce nouveau cadre juridique, la licence GPL et les licences en logiciel libre qui sont utilisées à travers maintenant partout dans le monde, partout au Canada, dans les entreprises et qui permettent des gains de productivité très importants. C'est un premier point. D'une manière générale, au niveau du droit d'auteur en général, Facile pense qu'il existe des possibilités pour régler cette contradiction, c'est-à-dire la liberté qui va créer l'innovation, qui va permettre la création de nouveaux modèles économiques, qui va renforcer la position du Canada et évidemment le droit légitime des droits d'auteur à avoir leurs intérêts préservés. Et à ce titre, nous soutenons l'initiative de Richard Stallman qui est celle du mécénat global, qui est une forme de licence globale perçue par les fournisseurs d'accès Internet. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Béraud. Nous allons au micro numéro 2 pour ensuite aller à Nicole. Oui, bonjour. Mon nom est Philippe Bruno. Je suis citoyen canadien. Je viens ici pour vous parler des Digital Right Management. Moi, ce que j'aime pas avec ça, c'est que dans la nouvelle loi, on interdit, on illégalise le droit de contourner les logiciels qui font ça. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que certains de ces programmes-là font que ça peut être nuisible au bon fonctionnement d'un ordinateur ou même peut empêcher des programmes de bien rouler. Comme, mettons, moi, je joue beaucoup aux jeux de PC. Si on installe un jeu qui s'appelle Fear, et on a 2 lecteurs de DVD ou 2 brûleurs de DVD, le jeu va refuser de fonctionner parce qu'il va croire que tu es un pirate parce que tu as 2 brûleurs de DVD. C'est pour éviter des abus de même, ou au moins inclure une clause dans la nouvelle loi qui va obliger les fabricants de jeux vidéo ou encore même de musique ou peu importe, de films, d'éviter d'abuser de leurs droits envers le consommateur, de restreindre le consommateur à presque rien. Il faut pas que tu aies de 2 brûleurs, faut pas que tu aies de programme de lecteur virtuel, de lecteur de données virtuelles. Ça aussi, des fois, les programmes de DRM empêchent le bon fonctionnement de ces programmes-là. Puis même certains des programmes DRM, ils peuvent empêcher le bon fonctionnement de l'ordinateur, comme je l'ai mentionné plus tôt, comme celui qui s'appelle Star Force, qui a été développé en Russie. Il installe des drivers discrets sur ton ordinateur. Et si tu as un ordinateur avec Windows XP, ça peut nuire au bon fonctionnement, empêcher de bien lire les DVD ou même de transférer les données d'un disque dur à un autre.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Passez une bonne journée. Merci, M. Bruno. Nicole?